suivez toujours? Je suis dans ma voiture, avec mon camion, je fuis, je vais à Tokyo, j'appelle les MEP pendant 2 jours, ils répondent pas. J'appelle papa qui répond, qui se rend immédiatement au MEP. Mais entre-temps, moi, je ne sais pas ce que fait mon papa, je ne sais pas où il est. Je suis énervé. Je ne comprends pas que les MEP ne répondent pas à l'appel. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une cellule d'écoute, un numéro, comment vous dites en français, un numéro vert, un numéro spécial pour répondre au cas où. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû l'écrire parce que c'est difficile de le dire. Mais aussi, c'est un détail, mais c'est important. Il faut savoir que le père Philippe a également contacté le père François-Xavier Or afin de lui dire de cesser son refus de ne pas répondre à mes appels répétés. Oui, vous avez bien entendu. J'ai tellement été à bout de nerfs de téléphoner, d'envoyer des messages sans cesse aux missions étrangères de Paris, au secrétariat, au père Sénéchal, à d'autres prêtres dont je ne connais pas leur identité, et à Père Or, que boum, ça a explosé. Et donc j'ai dit à Philippe, lorsque je lui ai contacté, je lui ai dit, si je me retrouve dans cette situation, c'est à cause de toi. Petite parenthèse pour vous situer, lorsque je dis ça, j'étais donc à Tokyo, Père Philippe était à Obihiro, 1700 km de distance. J'ai fait ça par téléphone et par SMS. Alors maintenant, s'il te plaît, prends tes responsabilités et fais le nécessaire puisque tu as l'air d'avoir plus de facilité à avoir des réponses avec tes confrères MEP. Alors vas-y, contacte-les. Oui, je vous le répète, c'est bien grâce à Père Philippe et à mon papa que les missions étrangères ont enfin, au bout de 48 heures, répondu à mon appel en souffrance. Est-ce que cela est une attitude normale de devoir demander à son papa par téléphone à l'autre bout du monde et à son agresseur de l'aide pour que, enfin, ces 2 missions étrangères de Paris répondent au téléphone? Pas pour dire « Oh, salut, comment ça va ?» Non, pour dire tout ce que vous savez, j'ai pas envie de le répéter. Est-ce normal? Est-ce normal que lorsque j'ai enfin pu contacter le père François-Xavier Or, de se faire engueuler? Ce que je vous fais là, c'est pas un putain de show. Je m'en fous de vous, je m'en fous de tout ça. Je voudrais juste une vie normale, des réponses, mais aussi que les missions étrangères de Paris, le père Sénéchal, l'avocat des missions étrangères de Paris, le père François-Xavier Or, cessent de me faire taire. Car oui, ils le font. Vous voyez, là, je pars vers un autre sujet. Car je n'en peux plus de tout ça. Ce n'est pas normal. Pourquoi les missions étrangères de Paris, il y a quelques jours, m'ont-ils supprimé de leur page Facebook où j'ai mis des petits commentaires qui disaient que la vérité concernant un mensonge? C'est pas une église, c'est pas de la religion catholique, ça. Vous êtes sûr que votre Dieu, là, il vous parle, il vous écoute et il vous répond? Mais ça sert à rien de continuer. Le sujet, c'était les victimes, mais c'est mon cas. Et est-ce que c'est normal, lorsque j'arrive à Paris, alors que les missions étrangères, que le père Vincent Sénéchal, le père Frécon, le père François-Xavier Or et leur avocat, ou tout ce système d'abus sexuels au sein de l'Église est déjà connu, où moi je ne savais rien de tout cela, où ils avaient déjà préparé des dossiers, des phrases toutes faites avec leur avocat, où moi j'ai débarqué dans un pays que j'avais fui. Est-ce normal d'arriver dans cette France où les MEP me ferment la porte au nez? Je ne peux pas en vivre. Je n'arrive pas à l'extraire de ma tête, car c'est à cause de cela que s'en est suivi des tas de petits drames. Pourquoi le père Vincent Sénéchal ne prend pas l'initiative initiale de me rembourser mes billets d'avion une fois et pour toutes, les 1 200 000 yens? Pourquoi vous n'avez pas fait cela? À quoi cela vous sert? Pour m'emmerder? Je vous signale que vous aurez pu le faire et en le faisant, on n'en serait pas là. Je ne serais pas là en train de non pas vous embêter, mais je ne serais pas là
en train de ruminer tout cela dans ma tête. Car en n'ayant pas respecté votre engagement, vous, via vos avocats, vous citez que la loi ne vous oblige pas à me rembourser. Mais moi, je m'en fiche de la loi. Parce que avant la loi de la justice française, vous oubliez qu'il y a deux lois. La première, c'est la loi japonaise. Dans le pays où s'est passé les actes pervers, voyeurs et d'abus sexuels de votre missionnaire. Et cela, vous en étiez au courant. Mais l'autre loi, la plus simple et la plus saine qui soit, qui est la mienne, qui s'appelle la loi des hommes. C'est comme un contrat. Vous avez fait un contrat oral. Vous m'avez dit que, Timothée, nous vous rembourserons vos billets d'avion. C'est un contrat. Je vous ai respecté, je vous ai fait confiance. Donc, vous m'avez menti. Est-ce normal que, lorsque j'ai manifesté le fait de vouloir porter plainte au Japon concernant les abus sexuels de père Philippe Rittershaus, les 3 pères responsables des missions étrangères me demandent de rentrer sous 24 heures, avec un billet aller simple. Est-ce normal, une fois arrivé en France, une fois m'avoir écouté, de me fermer la porte au nez et de me dire « Timothée, bon courage, nous vous recommandons de porter plainte ». Est-ce normal de ne pas avoir été aidé car c'est vous qui m'avez demandé de rentrer en France. C'est pas mon papa, c'est pas ma maman, ce n'est même pas moi. C'est vous qui m'avez demandé. Est-ce normal d'avoir été seul dans Paris? Je dois prendre mon courage à deux mains. Arrivé donc le 27 juillet 2022 à Paris, je retrouve mon pays avec un arrière-goût, car probablement vous ne l'avez pas compris. Mais j'avais signé un trait sur le pays qui m'avait fait tant de mal après avoir découvert une terre nouvelle qui s'appelle Hokkaido. Je n'étais pas censé revenir sur mes terres, où se trouvent mes racines, où je suis né, où j'ai été baptisé, où j'ai grandi, où j'ai connu une vie plutôt agréable au sein de ma famille. Mais pour ensuite connaître bien des mal lors de mon adolescence, avec ce cousin marié qui me disait que ce que nous faisions, c'est notre secret entre cousins et qu'il ne faut en parler à personne. Eh bien, cela m'a hanté 23 années durant, jusqu'à cette rencontre avec ce prêtre pervers des missions étrangères, le père Philippe Rittershaus. Ce fut donc le jour du 28 juillet, dès 9h du matin, j'ai été accueilli aux missions étrangères par les pères Sénéchal, Frécon et Or, où effectivement ils m'ont posé des tas de questions, encore et toujours les mêmes que celles qu'ils m'avaient posées 2 jours auparavant en visioconférence. J'ai dû une énième fois m'expliquer, me réexpliquer de tout ce qui s'était passé. Puis, ils m'ont remis un papier, un document que vous connaissez, que j'ai publié. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que quelque chose ne tournait pas bien. C'est aussi à ce moment-là où je me suis réellement senti dans la peau d'un étranger. Je pourrais probablement vous surprendre avec ce mot, mais encore une fois, vous qui m'écoutez et qui n'avez probablement pas l'imagination de ma situation, mais après avoir tout quitté en 2003 pour me bâtir ma propre vie au Japon, je me retrouve seul pour la première fois, sans mes filles et leur maman, à mes côtés, en plein été, dans l'appartement de mes parents, que je n'avais pas vu depuis fort longtemps. Je les retrouve âgés, changés, mais surtout dépassés par tout ce qu'il se passe. Je retrouve bien des souvenirs d'enfance, mais des souvenirs de l'âge adulte qui ne sont pas agréables et qui sont source de bien des problèmes. Oui, c'est dans la peau d'un étranger que je me retrouve en France, seul, où les missions étrangères de Paris m'ont volontairement fermé leurs portes, où le père Sénéchal refuse d'aller à la rencontre de mes parents par crainte que nous parlions du cas de père Philippe. Probablement avait-il autre chose en lien qu'il voulait cacher? L'avenir nous le dira. Oui, c'est aussi et encore dans la peau d'un étranger. Je tiens à vous faire partager un autre détail, mais qui m'a coûté beaucoup d'argent, qui est celui-ci. Durant toute ma vie à Kagoshima, au Japon,
chez moi, cultivant la terre, en faisant pousser mes fruits, mes légumes, mes céréales, moulant les farines, en pétrissant nos pâtes, notre pain, en faisant nos confitures, nos alcools, en chassant tant le poisson que le chevreuil, en fabriquant nos terrines, nos plats, etc., etc. Je ne connaissais pas d'autre vie que celle que j'avais au fond de ma campagne de Kagoshima. Voyez-vous, ma vie était extrêmement peu coûteuse. J'avais su créer avec ma petite famille une vie simple, où notre mode de vie était non pas décidé, mais naturellement bâti en osmose avec nos faibles revenus, mais aussi avec le désir et la passion d'apprendre et d'entreprendre. Parole d'Asperger. Vous comprendrez plus tard dans une autre vidéo qui concerne le cas d'Asperger. S'il y a eu un drame, c'est le drame financier, car comme je vous le disais, moi je connais que ma vie à la campagne où nous vivons avec 1800 € par mois pour 4 personnes. À cela, il faut retirer toutes les charges, les taxes, les impôts. Au final, il reste très peu d'argent. Pas de quoi s'acheter les produits à la pomme croquée dernier cri. Pas de quoi faire des déplacements juste pour des rendez-vous à l'autre bout du monde. Pas pour faire du volontourisme. Ça, c'est un mot qui fait mal aux missions étrangères de Paris. N'est-ce pas, Père Sénéchal? N'est-ce pas, tous les personnes qui connaissent ce mot, qui sont au sein des MEP, le volontourisme? Oui, je connais ce mot depuis 20 ans. Comme je connais la facilité des MEP, qui est bien étrange, et qui va à contre-courant de la Constitution et directoire, qui n'est que le règlement des MEP, qui vous demande bien des choses, mais vous ne le faites pas. C'est que du papier, vous vous en fichez. Je me permettrai de vous mettre quelques lignes. Ce que je veux vous dire, c'est que en étant à Paris, seul, à devoir mettre un pas devant l'autre, sans repère, sans mes habitudes de vie japonaise, loin de ma vie, dans la nature au calme, loin de ma famille, de mes filles, sans rien connaître de la vie française, mais surtout dans de pareilles circonstances où je ne comprenais absolument pas l'instant présent. Mes yeux cherchaient des petits japonais, des maisons, des voitures, une ambiance, tout cela japonais bien entendu. Des panneaux d'indication en kanji, en vain. Également au Japon, il faut savoir que c'est un archipel. Cela veut dire qu'il y a très peu d'étrangers, aussi bien en situation régulière que irrégulière. De ce fait, je me suis retrouvé à Paris, entouré de par une population, de pays, de nationalités et de religions différentes. Ce fut un autre choc, car tout cela n'existe pas ou très peu au Japon, et encore plus dans la nature où j'ai l'habitude de vivre. Mais aussi tous ces non-respects de la vie provoqués par cette folle population où tout va à une vitesse folle. Il y a tellement d'activités humaines, telle une fourmilière, dans Paris, que de par mon Asperger et mon hypersensibilité, je me suis retrouvé soudainement dans des situations psychologiquement traumatisantes. J'étais vraiment au plus mal. J'avais le mal de mer, car tout tournait autour de moi, sans comprendre, sans réaliser. Tous les jours, à chaque fois que je devais me rendre dans la rue, je devais m'asseoir à la terrasse d'un café, consommer, pour faire une pause, pour aller me vider le ventre aux toilettes. Puis je pleurais, je vidais des bouteilles de vin. Au plus mal de mon séjour, soit j'en étais malade à rester apeuré dans mon studio, soit j'allais au service d'urgence des hôpitaux. Mais aussi je me rendais à de nombreuses reprises dans la chapelle des missions étrangères de Paris, de la rue du Bac, où, conscient de la présence des caméras de surveillance, je me disais peut-être que quelqu'un viendra à ma rencontre. En vain.